Bonjour à tous, merci d'être venus aujourd'hui. Donc, moi, je suis Anna Amiri, je suis architecte système d'information chez Octo Technologies depuis 2 ans et demi. Et je suis également la leader de l'équipe Platform Thinking qui travaille autour des sujets de stratégie et d'architecture des plateformes. Donc, aujourd'hui, je suis avec Aliou, notre guest, qui va nous parler de L'Oréal et qui va aussi partager leur expérience de la construction de la fameuse plateforme Consumer Services de la Beauty Tech. Bonjour à tous, ravi d'être là. Donc Aliou, responsable de Factory chez L'Oréal. Donc Factory au sens digital, hein, pas au sens physique. Donc on va revenir sur un retour d'expérience par rapport à ce que s'est expliqué Anna. Donc la Consumer Services Factory pour le digital. Donc je vais expliquer un petit peu ce qu'on fait, d'où est-ce qu'on vient, comment est-ce qu'on a structuré les équipes, quels sont nos challenges. Et puis on va ouvrir un petit peu le capot pour regarder d'un point de vue architecture ce que ça veut dire. Donc voilà, donc comme j'ai expliqué, je vais parler un petit peu je vais parler de technologie, je vais parler de beauté, et je vais parler aussi de comment est-ce qu'on met la technologie au service de la beauté chez L'Oréal. Donc pour revenir un petit peu sur l'histoire L'Oréal, donc c'est une entreprise qui a plus de 110 ans d'expérience, qui est née dans les années au début du XXe siècle. Donc ça a été la mise au point de formules de coloration, puis il y a eu une expansion de la mise au point de nouvelles formules autour du skincare, autour de la coloration, du haircare, de tous les 5 catégories de la beauté. Donc c'est une entreprise qui a grandi au cours des années. Et puis un fait marquant, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en 2006, Jean-Paul Agon, notre ex-nouveau patron, arrive à la tête du groupe et met en place la transformation digitale. Et puis en 2018, un fait marquant, c'est L'Oréal rachète une société qui s'appelle Modiface, donc qui est basée au Canada, à Toronto, et qui est une société qui fait de la tech, qui met au point des algorithmes qui permettent de reconnaître le visage, de reconnaître le cheveu, de réaliser des diagnostics de peau, etc. Donc c'est un fait marquant pour nous, c'est un petit peu le point de départ de tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Et donc chez L'Oréal, donc depuis 2018, donc la Beauty Tech est mise en place, et on est convaincu que la tech, la science au service de la beauté, c'est ce qui va permettre en fait de construire le futur sur le secteur beauté. Voilà, donc en quelques chiffres, L'Oréal, c'est le premier groupe cosmétique au monde, donc ça représente plus de 35 marques internationales, donc vous en connaissez beaucoup, L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline, Yves Saint Laurent Beauté, Armani, pour en citer quelques-unes. C'est 38 milliards de chiffre d'affaires en 2022, donc c'est une grosse croissance par rapport à 2021, on a plus de 18%. C'est quasiment 30% du chiffre d'affaires réalisé en e-commerce. Donc ça veut aussi dire plateformisation, etc., drive de nos consommateurs sur nos plateformes. 88 000 collaborateurs. Et puis c'est, pour parler un petit peu de tech, c'est 2 récompenses au CES Las Vegas, qui a eu lieu il y a quelques semaines, quelques mois, je ne sais plus exactement. Voilà, donc quand on parle de services chez L'Oréal, finalement on parle de réaliser, donc mettre à disposition des expériences beauté pour nos consommateurs. Donc quand on parle d'expérience beauté, c'est quoi? Donc c'est aider le consommateur dans son choix de produits en le guidant, donc en proposant par exemple des applications qui vont lui permettre d'essayer en live le maquillage, le rouge à lèvres, le fond de teint, etc. Donc à travers une tablette, un smartphone, etc. C'est de réaliser des diagnostics de peau. Donc on arrive dans un rayon beauté, skincare, il y a énormément de produits, on ne sait pas par où commencer. Donc ce qu'on essaye de mettre en place, c'est des applications qui permettent de réaliser des diagnostics de peau à partir d'une photo. On va vous faire une petite démo juste après. C'est de prédire aussi. Donc j'utilise une crème, par exemple, j'applique une crème pour le visage contre la pigmentation. Quel va être l'impact de la crème sur ma peau? Donc voilà, on met au point aussi des algorithmes qui permettent de faire ça. Donc c'est de traiter, c'est de réaliser des formules personnalisées, et puis c'est aussi de coacher nos consommateurs. Donc voilà un petit peu notre mission, ce qu'on essaye de faire. Et donc on va rentrer un petit peu plus dans les use cases.
Mais avant ça, voilà, quelques challenges, hein, avant de vous montrer ce que c'est. Aujourd'hui, le consommateur ou la consommatrice, quand on parle de beauté, elle est à la fois en magasin, sur son smartphone, sur les sites e-commerce, etc. Donc notre premier challenge, c'est de déployer ces expériences beauté sur tout le parcours du consommateur. Donc faire en sorte que voilà, nos plateformes, nos applications soient compatibles sur tous ces touchpoints. Qu'on soit sur du média en ligne, qu'on soit sur du site de vente en ligne, qu'on soit sur les réseaux sociaux, qu'on soit en magasin. Voilà. Deuxième challenge clé, c'est créer des expériences beauté basées sur l'innovation. Donc on a très peu d'expérience là-dedans. Donc voilà, L'Oréal, c'est 110 ans d'expérience. Ça fait moins de 10 ans qu'on fait de la beauty tech, hein. Ça fait que quelques années. Donc on apprend au fur et à mesure, on met au point, on fait du test and learn, beaucoup de test and learn. Troisième challenge, c'est tout ce qui est maîtriser l'explosion du trafic, donc le scale, la mise à l'échelle. Comme j'expliquais tout à l'heure, 30% du chiffre d'affaires sur 38 milliards, ça commence à faire beaucoup, donc ça génère beaucoup de trafic en ligne. Et donc, donc pour nous, c'est beaucoup d'enjeux de mise à l'échelle et de faire en sorte que nos plateformes tiennent la route. Et puis enfin, le dernier challenge, donc encore une fois, L'Oréal, on parle de plus en plus de Unicorn Rex chez L'Oréal, donc c'est un dinosaure parce que ça fait plus de 110 ans que la boîte existe. Mais L'Oréal investit beaucoup dans la tech, rachat de sociétés tech, Modiface. On est plus de 2000 experts à faire de la beauty tech chez L'Oréal. Donc c'est aussi une start-up, une licorne dans cet écosystème qui existe depuis un certain moment maintenant. Donc effectivement, ça fait beaucoup de challenges et surtout, ça incite les entreprises aujourd'hui à dépasser leur cœur de métier et adopter la technologie, effectivement, comme solution pour répondre à ces challenges. Avant de passer pour la suite et vous présenter du coup l'architecture derrière cette plateforme, on aimerait déjà vous montrer une petite démo pour voir et comprendre un peu les services qui sont proposés par ces plateformes et comment les utilisateurs peuvent les utiliser. Un virtual try-on, donc c'est de l'essayage en ligne, en direct. Donc on va naviguer à travers, donc on est sur le website de la marque, donc ici en l'occurrence on est sur Maybelline il me semble. Donc on va naviguer à travers le catalogue produit et puis on va activer la caméra et puis directement sur la web app on va pouvoir essayer en live le maquillage, choisir le type de couleur, choisir le fond de teint, etc. Et en fait en direct on a un tracker qui va se jouer directement sur le client, qui va permettre de traquer les différents éléments du visage et donc d'appliquer, c'est un petit peu comme ce que fait TikTok aujourd'hui, Instagram, mais de façon un petit peu plus réaliste. Plus précise aussi, exactement. Parce que c'est basé derrière sur des algorithmes IA qui sont brevetés effectivement avec Modiface et avec l'RI de L'Oréal qui travaillent avec des équipes de chercheurs et de scientistes effectivement qui travaillent sur ces sujets. Exactement. Et donc rapidement, le deuxième use case, là on est plutôt sur du diagnostic de peau. Donc voilà, je réponds à quelques questions et puis je lance ma caméra, je prends une photo de mon visage, j'ai un algo qui va tourner, qui va analyser mon visage, donc il va analyser par rapport à mon âge, mes concerns, etc., mes rides, la radiance de ma peau, la pigmentation, etc., et va me faire des recommandations de produits en fonction de ces caractéristiques-là. Donc maintenant, on aimerait partager avec vous quelques principes et quelques guidelines qui drivent du coup l'architecture de cette plateforme et les plateformes au sens large. Donc le premier principe, c'est de développer des composants et des solutions in-house avec des compétences internes. Le développement interne va nous permettre d'éviter le vendor lock-in et surtout d'investir et de capitaliser sur ces composants pour se différencier par rapport à ses concurrents sur le marché. Tout ce qui ne fait pas partie de la valeur métier et du cœur métier de cette entreprise peut se faire soit via, par exemple, des partenariats avec d'autres entreprises. Ce n'est pas le cas aujourd'hui pour L'Oréal, mais ça peut être le cas pour d'autres types de plateformes. Ou ça peut se faire aussi par des solutions sur étagère, donc par du buy, ce qui est le cas, par exemple, pour des solutions de CMS ou des solutions cloud. Et Alio, effectivement, donc, pourra nous parler, par exemple, des solutions in-house que vous avez aujourd'hui, les algorithmes IA peut-être. Ouais, bon, on va faire un deep dive juste après. Ça marche.
Donc effectivement, on sait aujourd'hui aussi tous que le cloud est indispensable donc, dans la digitalisation des entreprises. Ça va nous permettre de scaler, ça va nous permettre de déployer aussi d'une façon agile et flexible nos solutions. Ça va nous permettre aussi de surveiller notre consommation en termes de ressources. Et c'est pour ça c'est très important aujourd'hui d'avoir une architecture de plateforme basée sur le cloud et aussi de réfléchir à sa stratégie derrière. Et Aliou pourra peut-être nous parler un peu de la stratégie cloud de L'Oréal aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc on est aussi sur une approche où, d'un point de vue architecture, pareil, on y reviendra juste après, où on est sur de la rationalisation de l'utilisation de nos composants. Donc on a 36 marques internationales, je vous laisse imaginer le nombre de use cases que ça représente. Et donc si on n'avait pas cette stratégie de rationalisation, on ferait du spécifique pour chacune des marques. Donc je vous expliquerai un petit peu aussi comment est-ce qu'on arrive à créer cette rationalisation et faire en sorte qu'on fasse du reuse de composants. Quatrième point qui est aussi important pour nous, c'est l'approche d'intégration hybride, donc faire en sorte que ce soit clé en main pour nos utilisateurs, pour les marques. C'est-à-dire qu'on a une plateforme, il y a toutes les briques qui ont été construites dessus, et tout ce qu'on fait, on essaye de faire en sorte que ce soit turnkey, donc ça c'est vraiment avec le coup de baguette magique. Donc, et en self-service aussi. Voilà, exactement. Donc le coup de baguette magique, c'est vraiment d'essayer au maximum d'aller vers une utilisation qui est self-service par les marques, et donc simple à utiliser. Et puis aussi pour nos retailers, parce que j'en ai pas parlé, mais ces services sont déployés sur nos marques, mais aussi sur des sites partenaires retailers. Donc on est quelque part un éditeur de software avec des clients externes. Une stratégie omnichannel, j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis avec by design, le respect des données personnelles, on prend de la photo de consommateurs, on l'analyse, etc. Donc tout ça, on ne garde pas, bien évidemment. Et puis security by design, avec une culture qu'on essaye de plus en plus chez L'Oréal de mettre en place, qui est le DevSecOps, donc c'est-à-dire impliquer les équipes cybersécurité en amont et non en aval pour faire en sorte que toutes les contraintes soient considérées avant le développement de la feature ou du produit. Effectivement. Et je pense aussi à la stratégie omnichannel, tu en as parlé tout à l'heure. Donc vous êtes sur plusieurs canaux aujourd'hui, donc mobile, web, etc. Mais vous êtes aussi sur d'autres plateformes. Par exemple, en Asie, vous êtes intégré sur WeChat, sur Tmall, etc. Je pense qu'on pourrait faire un talk à part entière là-dessus. Effectivement. Donc on va rentrer un petit peu sur la plateforme. Donc il y a 4 couches. Donc les 2 use cases que je vous présentais tout à l'heure, donc sont les 2 premiers si on va tout en haut à gauche. Donc Maybelline VTO et L'Oréal Skin Genius. Donc là c'est le make-up et le skin, mais on en a plein d'autres. Et tous nos use cases sont pas représentés sur ce slide-là, mais il y en a beaucoup. Donc si on prend toute la partie du haut, donc là on est vraiment sur nos produits que voient nos consommateurs en magasin, sur les sites, etc. Donc ce sont des corps modèles finalement qu'on vient déployer dans les marques, dans les pays pour les marques, chez les retailers, etc. Donc aujourd'hui on a un écosystème de production qui commence à être assez conséquent. Donc on a plus de 800 instances live à travers le monde. Bon, je ne vais pas donner le chiffre exact, mais ça représente des dizaines et des dizaines de sessions, de millions de sessions par an, et ça ne fait que croître. Donc ça c'est la partie du haut, donc ce qu'on appelle nous les product platforms. Ensuite on a la partie business platform, donc là c'est vraiment nos core modèles. Donc le virtual try-on, finalement c'est exactement le même d'une marque à l'autre. D'un point de vue source code, c'est un repo avec une gouvernance technique qui est propre au virtual try-on, mais c'est exactement le même pour toutes les marques. Et ensuite on le déploie et on apporte de la customisation, etc., du branding, de l'univers de marque, etc. Donc chaque produit finalement a son propre corps modèle. Ensuite on a la partie back-end, donc on a toute la couche de services. Donc là on est c'est essentiellement des Azure Functions, des API qui sont exposés, etc., qui vont permettre justement de connecter nos algorithmes, notre data lake, etc., à nos applications web. Et puis enfin, tout en bas, donc on a la couche IT, Data and Platform, donc on est là pour le coup sur du multi-cloud.
Donc la plateforme a été construite par étapes, donc c'est aussi ça qui explique un petit peu voilà, l'approche un petit peu multi-cloud. Il y a eu l'acquisition aussi de Modiface, donc voilà, ils avaient aussi leur technologie, et petit à petit, en fait, on essaye au maximum voilà, d'intégrer toutes ces briques pour faire en sorte qu'il y ait une cohérence d'un point de vue architecture. Donc si je résume un petit peu, voilà la partie du bas, donc c'est essentiellement des plateformes de configuration, une plateforme de transaction qu'on appelle le Beauty Hub qui vient au service de tout ce qu'il y a au-dessus. Est-ce que tu peux passer au slide suivant? Donc là, voilà, si on reprend le premier use case, donc Skin Genius, donc là on voit que tout en haut, on a voilà, L'Oréal Skin Genius qui est voilà, ce qui va être exposé aux consommateurs. La business platform, c'est le Skin Doctor. J'ai quelques services qui vont être utilisés pour celui-ci. Et puis ensuite, tout en bas, voilà, ce service en fait, repose sur la plateforme. Et du coup, si on passe au use case suivant, donc on passe à une catégorie suivante, le use case n'a rien à voir d'un point de vue, voilà, consumer facing, mais par contre d'un point de vue architecture, voilà, on essaie au maximum de faire du reuse. Donc au niveau des services plateformes, la service config, la front-end config, la survey, le beauty profile, voilà, donc ça va être des choses qu'on va réexploiter et qu'on va réutiliser de la même manière pour faire en sorte que le flux de données qui est généré par l'application soit cohérent et consistant d'un produit à l'autre. Et puis pareil, donc voilà, donc là, je pense que vous avez compris le principe. Donc là, on est sur un troisième use case. Donc celui-ci, c'est pour aider la consommatrice à choisir son fond de teint et le consommateur. On a de plus en plus d'hommes aussi qui utilisent nos applications et nos produits. Donc voilà, vous avez compris le principe. Donc effectivement, pour vous aider à prendre peut-être un petit peu de recul sur ces différentes couches de la plateforme et aussi de comprendre les plateformes business au sens large, donc elles sont généralement composées de 4 couches. Donc la première couche que vous voyez ici, c'est vraiment l'IT et Data Platform, qui est le pilier de toutes les plateformes business. Donc on parle ici d'une plateforme IT, donc une infrastructure sur le cloud qui va nous aider de scaler et qui va nous aider de déployer en automatisation donc, nos ressources et nos applications et qui va aussi nous aider à monitorer la plateforme une fois en prod. La plateforme data aussi va nous aider, donc on les connaît, les plateformes data aujourd'hui telles qu'elles sont, et elles vont nous aider à améliorer nos services existants, à améliorer aussi l'expérience utilisateur et peut-être aussi à définir d'autres nouveaux use case business grâce à l'exploitation de la donnée. Après, on a la couche service plateforme. Donc, c'est la couche qui vise à exposer du coup et à consommer les services de la plateforme tels qu'ils étaient présentés par Alio via une couche d'APIisation ou une stratégie d'APIisation qui va aider aussi à se connecter à d'autres systèmes d'information, donc vraiment à s'interopérer avec les systèmes des retailers ou les systèmes d'information internes aussi de L'Oréal. La troisième couche, c'est la couche business, sur laquelle se basent du coup les modèles économiques ou les modèles d'affaires. C'est vraiment le core modèle business du coup de la plateforme et sur lequel on peut instancier tout l'écosystème de produits qu'on va proposer à nos clients et qui sont, dans le cas de L'Oréal, donc personnalisés à l'image de ces marques et de ces retailers. Je propose que Aliou, du coup, nous fasse un petit zoom sur la première couche, IT et Data Platform. Avec plaisir. Donc là, on fait un petit focus sur la partie, donc sur la couche du bas, là, donc la partie data. Donc je vais expliquer un petit peu ce qui se passe sous le capot quand on réalise un diagnostic de peau. Donc on démarre de la web app, donc le consommateur ou la consommatrice lance la web app, donc là c'est du front classique, voilà, une web app qui s'exécute. Ce qui va se passer, c'est que le consommateur va prendre une photo de son visage, répondre à quelques questions. Donc on fait passer tout ça à travers un CDN, donc nous on utilise Cloudflare chez L'Oréal. On a un API Manager, donc aujourd'hui on utilise API, mais de plus en plus APG, c'est la stratégie du groupe d'aller vers APG, qui va centraliser, orchestrer un petit peu tout ça. Et ensuite on va
à travers nos fonctions back, réaliser de l'analyse. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre la photo, on va prendre les caractéristiques, les réponses aux questions, et en fonction des algorithmes en fait, qu'on aura mis en place par catégorie, l'algorithme va donc identifier les différentes caractéristiques et pousser justement ces informations sur le visage. Donc read, ça va être un score qu'on va attribuer, pigmentation, etc. Et en fonction de ces caractéristiques, donc l'information retourne sur l'API Manager et ensuite redescend au niveau de ce qu'on appelle nous la prescription. On va associer ces caractéristiques à des produits. Donc c'est un travail qu'on fait avec les marques. On associe ces caractéristiques avec un catalogue produit. Donc d'une marque à l'autre, ça peut changer, évoluer, etc. Et en fonction de cette prescription, les informations de produits en fait, vont être récupérées directement depuis nos plateformes e-commerce, donc que ce soit des plateformes e-commerce internes ou externes, pour afficher aux consommateurs les informations de produits depuis la web app. Donc ce qui se passe aussi en parallèle, c'est qu'à travers ça, on va, en fonction de ce qui est activé sur la web app, donc typiquement, on va proposer des campagnes de CRM, on va pouvoir proposer du sampling, on va pouvoir proposer, par exemple, aux consommateurs de recevoir des produits à la maison, etc. On va du coup exporter toute cette donnée sur nos plateformes CRM Group. Donc il y a beaucoup d'interconnexions. Et là, sur le schéma, on a beaucoup simplifié pour que ce soit compréhensible pour tous. Mais voilà, il y a beaucoup d'interconnexions sur cette plateforme de services. Effectivement. Et d'ailleurs, Aliou, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour les données des utilisateurs? Est-ce que vous stockez des données personnelles ou pas? Alors ça, c'est un sujet, ça a été vraiment le sujet de départ. C'est qu'est-ce qu'on fait de ces données-là? Donc voilà, on a GDPR, etc. Donc le choix qu'on a fait, nous, c'est toute la donnée personnelle. La PII data, c'est de ne pas la garder sur nos plateformes. Donc une fois que l'algorithme traite la photo, les informations, etc., on supprime les informations de nos serveurs. Les seules informations qu'on garde, c'est les informations de type CRM qu'on va pousser aux plateformes CRM Group quand le consommateur a accepté de s'inscrire à une campagne. Mais tout le reste, on ne garde rien sur la plateforme. On va faire un deuxième zoom sur la couche plutôt haute, donc la partie business platform. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment on arrive à customiser ces applications, donc ces web apps, en fonction de la marque, en fonction du contexte. Ça peut aussi être en fonction d'un événement, une campagne pour Noël, la fête des mères, par exemple. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend par exemple le Core Web App 1. Là. Core Web App 1, ça correspond au premier use case que je vous ai montré, donc le Skin Doctor, par exemple. On va avoir des features cross, donc des features qui vont être communes à tout l'écosystème. Donc, features de type CRM, Net Promoter Score, Add to Cart, Sampling, et il y en a beaucoup, et de plus en plus. Et donc, à travers nos plateformes de configuration, ce que vont faire les marques, c'est qu'elles vont activer, désactiver ces features, comme on pourrait le faire sur un SaaS, par exemple, donc avec du switch on, du switch off, ce qui permet vraiment de créer cette flexibilité. Donc, si je vous prends, par exemple, un Skin Doctor pour Garnier et un Skin Doctor chez La Roche-Posay, rien à voir. D'un point de vue univers, etc., rien à voir. Mais par contre, d'un point de vue architecture, c'est la même chose. Voilà. Et puis ensuite, sur la partie droite, donc on a le CMS qui permet ensuite de scaler. Donc, on va prendre le corps modèle et puis ensuite, on va le décliner sur tous les couples marques pays. Donc, c'est ça qui fait qu'on a beaucoup d'instances de production. Mais d'un point de vue maintenance, et d'un point de vue, je dirais, évolutivité des applications, tout se passe à un endroit, en fait. Et c'est ça qui rend les choses beaucoup plus simples quand on est une équipe centrale comme la nôtre qui adresse 35 marques internationales, des retailers, voilà. Donc voilà un petit peu le principe de la partie business platform. Et effectivement, en fait, la modularité qu'on voit sur cette architecture, c'est celle qui va nous assurer la composabilité de toute la plateforme et de pouvoir en fait configurer et modifier en fonction des besoins et changer du coup en fonction des évolutions business derrière. Donc, si vous êtes arrivé jusque-là et que vous vous posez encore la question sur ce que c'est une plateforme, c'est normal, je vous rassure. Donc, en une phrase, les plateformes, aujourd'hui, c'est un ensemble de services et de produits ou d'offres de produits qui suivent ou qui sont conçus suivant un ensemble de patterns et de standards qu'on vient d'évoquer tout à l'heure, donc la modularité, la composabilité, l'architecture à base de services, l'abstraction via des API,
qui vont permettre du coup de faciliter les interactions à l'échelle et les échanges de valeur entre plusieurs acteurs d'un écosystème. Ces acteurs, comme on a vu, peuvent être des partenaires, peuvent être des marques internes, peuvent être des fournisseurs, etc. Donc, je vous propose que maintenant, Aliou peut nous faire une petite présentation ou un petit zoom sur l'organisation et l'écosystème, effectivement, autour de cette plateforme. Avec plaisir. Alors, bon, on va le faire de façon très simple, parce que je pense qu'on pourrait faire un talk à part entière sur le sujet. Donc, d'un point de vue organisation, alors, il y a une chose qui est très importante pour nous, pour que ça fonctionne et pour que tout ça prenne, que la mayonnaise prenne, etc., c'est qu'il faut effectivement des équipes tech, des équipes d'architecture, la cybersécurité, voilà, donc les fonctions classiques, mais il faut aussi que le business soit dans la partie, et que le business comprenne ce qu'on fait, s'intéresse un petit peu à la tech, et puis que la tech s'intéresse aussi au business. Et pour moi, ça, c'est vraiment la clé du succès, parce que l'un ne peut pas avancer sans l'autre. Et donc le choix qu'on a fait d'un point de vue organisation, c'est de créer des verticales, donc une organisation agile. Les équipes d'Octo nous ont beaucoup aidés là-dessus. Donc c'est trois tribes. Sur la partie front, donc guide, prédict, diagnose. Donc on a essentiellement des fronts, on a essentiellement les tech leads. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Ouri, mon partenaire in crime, qui gère toute la partie front de cette plateforme, qui est ici présent. Et puis c'est des product owners qui vont faire le lien entre les équipes tech et puis les équipes business. Et ensuite, on a trois tribes plutôt focus sur la partie back, qui vont s'occuper des CMS, la plateforme de transaction, etc. Le choix qu'on a fait, c'est de se dire, pour créer cette consistance, cette cohérence de bout en bout, d'un point de vue organisationnel, c'est de faire en sorte que la structure des équipes soit identique, quelle que soit la tribe. Donc c'est d'avoir un tech lead en chapeau sur chacune des tribes et faire en sorte qu'il y ait un chapter et que ces tech leads parlent ensemble et travaillent avec nos équipes chez L'Oréal, l'architecture d'entreprise. D'ailleurs, je salue mes collègues qui sont aussi ici et qui nous aident beaucoup et sans qui cette plateforme-là ne serait pas existante si on ne travaillait pas ensemble. Ensuite, c'est l'équipe de développement. Donc, on a une trentaine de développeurs. Et puis, toute la partie, on va dire, coordination, etc. Nos product owners qui comprennent très bien la tech, qui, pour beaucoup, viennent de la tech, sont aussi d'anciens développeurs. Donc ça aussi, c'est important pour nous d'avoir cette culture tech chez L'Oréal, parce qu'on est convaincu qu'on n'est pas capable, en tout cas, je pense que opérer une plateforme comme ça, il faut comprendre ce que ça veut dire. Et puis en support de tout ça, tout en bas, donc on a une équipe qui va s'occuper de toute la partie reliability, donc avec une personne qui va leader tout ce qui va être autour du SRI, et puis de la qualité, et puis du support engineering. Donc le tout animé avec des cérémonies en agile. Donc nous, on travaille en Scrum. Le business est impliqué dans ces cérémonies-là. Et voilà. Et donc ces équipes-là, mes équipes, finalement, on représente une cinquantaine de personnes. La moitié étant basée en Europe, l'autre moitié à Toronto, au Canada. Et puis on a aussi quelques personnes en Chine, parce que la Chine est tellement spécifique chez nous qu'on fait aussi qu'on a du développement un peu spécifique au niveau local. Mais voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Et tout ça, effectivement, c'est adossé par une approche de produit pour avoir le plus de feedback possible des utilisateurs et faire des petites itérations, du coup, pour garantir une évolution stable de la plateforme. Donc, merci Aliou pour ce petit zoom sur l'orga. Donc, on arrive à la fin de notre présentation. Pour résumer, comme on a vu ensemble, les plateformes aujourd'hui sont adoptées par les entreprises pour accélérer leur business et aussi pour accélérer la croissance et surtout pour personnaliser et optimiser leurs expériences utilisateurs. Donc ça va nous permettre de réduire les coûts, ça va nous permettre aussi de réduire le time to market. Tout ça, par contre, ce n'est pas évident à mettre en place. Quand on parle de plateforme, on parle d'un tout écosystème vivant qui évolue du coup, avec des changements récurrents. Et du coup, pour assurer l'évolution stable et correcte de cette plateforme, il faut toujours commencer par un MVP, commencer par des petites itérations, du coup, pour s'adapter à ces changements.
Exactement. Et donc sur le retour d'expérience, hein, pour moi, voilà, une plateforme, ça vit. On commence par quelque chose, et puis on construit sous forme de briques, et puis ensuite, voilà, il y a une brique qu'on va devoir faire évoluer parce qu'elle ne répond plus aux besoins ou parce que la technologie utilisée est obsolète. Et donc voilà, ça évolue au fur et à mesure. Donc c'est vraiment un écosystème vivant. Hein. Effectivement. Et un point très important aussi dans l'approche d'adoption en mode self-service, ça ne concerne pas que les retailers ou les partenaires qui vont utiliser et consommer cette plateforme, mais ça concerne aussi les équipes internes, les marques, les UX, les équipes de marketing et aussi les équipes de développeurs. Parce que c'est eux aussi, il faut les voir comme utilisateurs de certaines couches de la plateforme, par exemple la couche infrastructure et la couche data. Et du coup, il faut leur offrir une expérience en toute autonomie et en mode self-service pour qu'ils puissent eux-mêmes aussi travailler en toute autonomie sur la plateforme. Exactement. Et tout ça, effectivement, ne peut pas se résoudre uniquement par la technologie, comme on a vu avec Aliou. Donc, ça demande aussi de comprendre le besoin métier, ça demande que toutes les équipes puissent travailler ensemble et ça demande une transformation organisationnelle. Ça demande des changements de notre façon de travailler ensemble aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'on parle d'une approche socio-technique et une approche systémique pour répondre à ces problèmes-là. Exactement. Merci à vous pour votre écoute et votre présence aujourd'hui.